Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Value Assets, nouvel épisode de ma série où je vous démocratise, je démystifie la gestion de patrimoine. J'essaye d'aborder dans chacun de ces Value Assets qui durent entre 1 heure et demie, ça dépend, des pans de la gestion de patrimoine, donc que ce soit sur de la finance, que ce soit sur de la fiscalité, que ce soit sur de l'ingénierie patrimoniale. Voilà, j'essaye vraiment d'aborder des thèmes, des gros sujets dans lesquels j'essaye d'aller le plus en profondeur possible pour vous donner vraiment des clés pour gérer votre patrimoine. Donc aujourd'hui, ce Value Assets va être sur le thème des titres financiers. En fait, on va comprendre concrètement quels sont les différents titres financiers dans lesquels on peut investir. Mais voilà, je ne vais pas m'arrêter à dire voilà, une action c'est une partie du capital et une obligation c'est un titre de dette. Non, on va voir les actions, les obligations, tous les OPCVM, que ce soit des FCP, des SICAV, mais aussi des ETF. Et en fait, pour chacune de ces classes d'actifs-là, je rentrerai le plus en détail possible pour vraiment, encore une fois, vous donner le maximum de granularité sur ces sujets. J'essaye de ne pas faire des vidéos déjà vues et revues. J'essaye vraiment à chaque fois d'aller dans le détail et de vous donner un mix de mes connaissances. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Louis, j'ai 22 ans et je suis en Master 2 Gestion de patrimoine à l'Université Paris-Dauphine. Et en parallèle de ça, donc je suis en alternance dans une banque privée pure player. Et donc sur cette chaîne et sur mes différents réseaux, j'essaye d'aborder des sujets patrimoniaux, de la gestion de patrimoine, d'essayer de démystifier tous ces sujets-là qui peuvent parfois être complexes ou qui peuvent parfois être simplifiés par des vulgarisateurs, mais qui dans le lot font beaucoup d'erreurs et d'inexactitudes. Voilà, trêve de plaisanterie, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va voir tout ce qui est titres financiers. Donc on va voir aussi bien les actions, avec notamment les différents types d'actions qu'il peut y avoir. On entend souvent parler d'actions growth, d'actions value. Enfin voilà, on va voir un peu tout ça. On va rentrer aussi dans le détail sur les obligations, sur tout ce qui est seniorité d'une obligation, notation de l'émetteur, les double B, les triple B, etc. On va rentrer dans tout ça. Et enfin, on verra la grosse partie de cette vidéo qui est liée aux OPCVM, donc tout simplement aux fonds. Que ce soit des fonds FCP, SICAV ou même des ETF, parce que les ETF, oui, sont des OPCVM, en tout cas pour la plupart. Et donc on va rentrer dans le détail de ces ETF-là, notamment sur les modes de réplication, les risques aussi cachés des ETF, dont très peu de personnes ne parlent finalement, alors qu'il y a quand même bel et bien des risques. Et en fait, ça va déboucher tout ça sur la gestion active versus gestion passive. Donc, c'est parti, on va commencer directement avec les actions. Bon, une action, je commence par le B à bas, mais ça va être très rapide. Une action, c'est tout simplement une part de propriété d'une société. Quand on achète une action, on achète une partie d'une société. Donc là, typiquement, j'ai représenté une société dans ce magnifique camembert, une société qui aurait par exemple 4 actions. 4 actions, si on achète une de ces 4 actions, on détient un quart des actions, donc un quart de l'entreprise. Et donc théoriquement, même si on va y venir et ça pourra modifier, on aurait un quart du capital et un quart des droits de vote. Alors en théorie, détenir une action nous donne droit à deux différents droits. Donc premier droit, le droit financier. C'est tout simplement le droit de percevoir un dividende si tant est que la société fasse du bénéfice et qu'elle veuille distribuer une partie de ces bénéfices-là. Deuxième droit, c'est les droits de vote, donc des droits politiques. On a le droit théoriquement de voter aux assemblées, de voter pour les décisions politiques et de gouvernance de l'entreprise. Bon voilà, ça c'est de la théorie, parce que vous comprenez bien que quand on achète une action L'Oréal sur les marchés, oui, on a une partie potentielle des droits de vote, mais globalement ça ne va jamais influer puisqu'on est actionnaire très minoritaire. Mais voilà, c'est la principale chose à comprendre dans une action, c'est qu'on achète une partie de la société. Donc en fait, on devient actionnaire, comme son nom l'indique, de la société. Alors, avant de débouler sur tous les autres types de titres financiers, je voulais ici faire le point sur la différence entre rendement et performance. Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, qui mélangent un peu les deux. C'est pas vraiment la même chose. Le rendement, c'est tout simplement le gain ou le revenu qui est généré par un actif financier. Donc là, typiquement, dans le cas de mes actions, c'est le dividende potentiel. J'ai bien souligné potentiel ici, parce que vous l'avez compris, je l'ai précisé juste avant. En gros, une entreprise, quand elle réalise des bénéfices, elle va avoir du résultat net, donc c'est le bénéfice de la société. Et à la fin de l'année, en gros, les actionnaires majoritaires, ils vont décider du sort de ce bénéfice. Ce bénéfice, globalement, il y a deux choses qu'on peut faire avec. C'est soit le réinvestir directement dans la société, donc en fait le laisser dans la société, ce qui va permettre de faire des réinvestissements et voilà, globalement de croître. Donc c'est ce que font beaucoup d'entreprises growth, comme on va le voir juste après. Et la deuxième option, c'est tout simplement de distribuer, en tout cas en partie, ce dividende-là, ce résultat-là, pardon, aux actionnaires sous forme donc de dividendes. Donc, quand une entreprise fait des bénéfices qu'elle verse, des dividendes, ces dividendes-là sont du rendement.
c'est un revenu qui est généré par l'actif financier qui est l'action. En revanche, la performance d'un actif financier, ce n'est pas seulement le rendement, ce n'est pas seulement les dividendes. La performance d'une action, ça peut être les dividendes, mais aussi si on vend et qu'on fait une plus-value par exemple. Donc en fait, la performance d'un actif, c'est les revenus générés, donc le rendement, plus la plus-value potentielle qui serait réalisée. Typiquement, si je vends une action plus chère que je l'ai achetée, j'ai fait de la performance. Et en plus, si j'ai perçu aussi des dividendes pendant la vie de cette action ou pendant que je l'avais en portefeuille, j'aurais eu du rendement en plus. Voilà, il y a des produits de rendement et des produits de performance, il y a des produits qui mixent les deux. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais voilà. Alors maintenant, quelles actions on peut acheter? Premièrement, tout simplement des actions de sociétés cotées. Mais on peut également acheter des actions de sociétés non cotées, ce qu'on va appeler le private equity, et je vais y venir juste après. Et on va voir juste avant les principales différences entre acheter des actions de sociétés cotées et des actions de sociétés non cotées. D'abord, elles ont beaucoup plus de liquidité, c'est beaucoup plus liquide, tout simplement parce qu'elles sont cotées et qu'on peut les trader quotidiennement sur les marchés. Deuxièmement, il y a plus d'informations, il y a plus de transparence. Parce que tout simplement, quand une entreprise est cotée, elle va être soumise à des réglementations assez strictes sur notamment ces sujets-là de transparence d'information, donc donner vraiment des chiffres qui sont corrects, vérifiés, fact-checkés. De la liquidité et des marchés vient évidemment plus de volatilité. La volatilité, c'est tout simplement le fait qu'une action monte et baisse plus ou moins rapidement au cours d'une journée ou au cours d'une année par exemple. Dernière caractéristique, c'est que acheter des actions d'une société cotée donne moins de contrôle, moins de pouvoir de contrôle. Comme je le disais tout à l'heure, si on achète une action LVMH sur les marchés, on n'aura pas assez de droits de vote pour avoir une influence quelconque sur la politique de l'entreprise. Donc c'est ni positif ni négatif, mais voilà, ça à prendre en compte. Là où pour des sociétés non cotées, comme en général le capital est un peu plus privé, un peu plus fermé, il y a moins de détenteurs, donc il est plus facile d'avoir une majorité potentielle et donc avoir un pouvoir politique au sein de l'entreprise. Globalement, ce qu'on peut dire des sociétés cotées, enfin des actions des sociétés cotées, c'est qu'elles sont moins risquées que les actions des sociétés non cotées, tout simplement à cause de ces notions de transparence que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est plus compliqué d'avoir des informations fiables et correctes sur des sociétés qui sont non cotées. Concernant du coup les sociétés non cotées, des marchés de gré à gré, ce qu'on appelle aussi le OTC, over the counter en anglais. Donc pour acheter ces actions de sociétés non cotées, ça se fait vraiment en one-one, quoi. L'acheteur avec le vendeur, c'est pas du tout sur les marchés, c'est pas centralisé. C'est notamment via des market makers par exemple ou autres. Globalement, au niveau des caractéristiques, on est sur l'opposé de ce que je disais tout à l'heure sur les actions des sociétés cotées. Ces actions de sociétés non cotées sont moins liquides parce que moins facilement échangeables sur les marchés. Il y a également moins de transparence, moins d'informations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Elles sont par contre moins volatiles, comme je l'ai dit quotidiennement, mais plus volatiles à long terme, les actions de sociétés non cotées. Tout simplement parce qu'une société non cotée, par définition, est un peu moins grosse qu'une société cotée. Et donc, forcément, le risque de défaut, le risque de faillite de cette entreprise est un peu plus élevé, en moyenne, en général, je parle, qu'une société cotée. Et dernier point, comme je le disais, on peut avoir plus de contrôle si on le souhaite dans une société non cotée parce que c'est plus simple de devenir actionnaire majoritaire. Ce qu'on peut dire pour finir, c'est qu'elles sont globalement plus risquées, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, acheter des parts comme ça en one shot de sociétés non cotées, ça se fait beaucoup pour des business angels, des VC et autres, mais c'est pas le gros du gros. Le gros du gros, ça reste les fonds de private equity. Donc vous en avez déjà entendu parler, je pense, mais un fonds de private equity, c'est tout simplement un fonds qui réunit plein d'investisseurs différents, donc ce qu'on appelle des liquidity providers ou des limited partners, qui vont donner de l'argent pour acheter des parts d'une société non cotée. Alors, ces fonds de private equity, ils ont plusieurs avantages et aussi plusieurs inconvénients. On va commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est la diversification. Et j'y reviendrai à la fin de cette vidéo, mais la diversification en investissement, c'est extrêmement important. D'autant plus que pour ce qui est du private equity, c'est souvent des investissements qui sont décorrélés des marchés traditionnels. Comme ces sociétés ne sont pas cotées et donc pas exposées aux marchés financiers, elles vont être moins soumises à la volatilité des marchés financiers et donc typiquement à tout ce qui est panique sur les marchés, quand on a des grosses bulles qui éclatent, etc. Voilà, les sociétés non cotées sont moins exposées à ça, bien qu'elles peuvent l'être de par le secteur dans lequel elles évoluent. Mais voilà, globalement, un fonds de private equity par rapport à juste acheter une action d'une société non cotée, c'est beaucoup plus diversifié et donc beaucoup moins risqué. Le deuxième avantage de ces fonds de private equity, c'est qu'ils proposent des potentiels de rendement très élevés. On parle de TRI, donc de taux de rendement interne, qui sont entre 10 et 20% globalement. Il y en a qui font un peu moins, il y en a qui font un peu plus. Mais voilà, on est sur des TRI qui sont assez élevés.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas juste le TRI, globalement c'est un taux qui permet de prendre en compte le temps dans un investissement. Si on fait un investissement et qu'on fait x3 en un mois, c'est pas pareil que si on fait x3 en 10 ans. Eh bien le TRI permet de rendre compte de ces différences-là. Le TRI permet d'actualiser les flux futurs pour donner un taux qui soit un peu plus facilement interprétable et qu'on puisse le comparer avec d'autres taux, typiquement des TRI d'actions. Ensuite, le troisième avantage des fonds de private equity, c'est tout simplement que ça peut être des investissements un peu plus passion. C'est un peu plus cool de se dire qu'on investit dans des petites PME qui viennent de se développer ou des startups. Parce que voilà, quand on investit dans des fonds de private equity, on peut être amené à rencontrer les fondateurs des boîtes dans lesquelles les fonds investissent. Et donc rencontrer les fondateurs, voir vraiment leur histoire, leur vie, pourquoi ils ont fait cette entreprise. Donc ça ramène un peu de concret à l'investissement traditionnel. Le dernier avantage de ce fonds de private equity, c'est que c'est tout simplement de la gestion active, parce que les fonds de private equity en général ne se limitent pas à financer des projets, mais vont prendre également des décisions politiques aux côtés des dirigeants et des fondateurs pour justement les conseiller. Et voilà, c'est aussi pour ça que cet investissement il est un peu plus concret et réel, c'est parce qu'on sent qu'on a un réel impact avec notre argent, on ne s'occupe pas juste d'investir pour percevoir des dividendes. Ces fonds de private equity, ils ont tout de même quelques inconvénients. Ils ont une durée de vie qui est assez élevée. On parle de 8 à 12 ans, parfois un peu plus, sur des fonds. Mais ça ne serait pas forcément un problème si il n'y avait pas le deuxième inconvénient. C'est qu'en plus d'avoir une durée de vie élevée, les fonds qu'on investit initialement sont bloqués pendant toute cette durée de vie. Donc en fait, investir dans des fonds de private equity, c'est particulièrement illiquide. Donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Nous, on déconseille très fortement souvent de s'exposer à plus de 10-20% à des fonds de private equity pour ces raisons-là justement. Parce qu'en fait, on n'est jamais à l'abri d'avoir besoin de notre argent et s'il est bloqué vraiment pendant 8 à 12 ans, ça peut être compliqué pour certains investisseurs. Troisième inconvénient, c'est qu'il y a globalement des frais de gestion qui sont très élevés. Les frais de gestion, comment ça se passe sur les fonds de private equity? Il y a des frais de gestion annuels qui peuvent être de l'ordre de 4-5% par exemple. Mais en plus de ça, on va avoir un carried interest. Donc en gros, c'est un sorte de frais de surperformance. Donc typiquement, on va dire le fonds va prendre 20% de frais de gestion supplémentaires dès lors qu'on dépasse 8% par exemple. En fait, dès lors qu'on dépasse ce qu'on appelle un hurdle rate, et ce hurdle rate, donc taux cible un peu, se situe généralement environ autour de 8%. Donc en gros, c'est pour ça que les frais peuvent être très élevés, c'est que déjà ils prennent 4-5% annualisés quoi qu'il arrive. En plus de ça, ils vont prendre 20% sur toute la performance qui est au-dessus de 8%. Donc voilà, c'est pour ça que ça paye bien de bosser dans des fonds de private equity pour ceux qui connaissent un peu ce genre de salaire qu'on peut avoir. Le dernier inconvénient, et c'est le principal en général, c'est que les tickets d'entrée pour investir dans des fonds de private equity sont élevés, voire même très élevés. On parle de 10 000 euros minimum et vraiment pour très peu de fonds. Pas forcément du coup pour des fonds les plus intéressants, vous comprenez bien. Ensuite, on passe, on va dire que les 80% des fonds de private equity sont éligibles à partir de 100 000 euros de ticket d'entrée. Donc il faut pouvoir mettre 100 000 balles dedans. Et il y a certains fonds même que nous, on propose par exemple en banque privée, dont les tickets d'entrée tournent plus aux alentours du million d'euros. Mais donc c'est pour ça que c'est très intéressant le private equity. Il faut l'avoir dans une allocation parce que, comme je l'ai dit, ça permet d'être décorrélé un peu des marchés traditionnels. Ça permet aussi d'avoir un investissement un peu passion et quand même des TRI, donc des taux de rendement assez élevés finalement par rapport à d'autres classes d'actifs. Donc si on met par exemple 10% de son patrimoine, qu'on bloque 10 ans dans un fonds de private equity, si on sait qu'on n'a pas besoin de ces 10% là, bah voilà, c'est parfait. Et ça peut être une très bonne stratégie. À peu près tout pour ce qui est des sociétés non cotées. J'ai fait une petite parenthèse sur le private equity parce que c'est un investissement qui est parfois pas très bien compris par tout le monde. Maintenant, je vais revenir vraiment sur les actions en général et notamment les actions du coup des sociétés cotées sur les marchés financiers. Les actions, on peut les catégoriser dans différentes catégories en fonction des critères qu'on va regarder. La première grosse distinction qu'on peut faire sur les marchés, et dont vous avez peut-être déjà entendu parler de ces notions-là, c'est les notions de growth et de value, donc d'entreprise de croissance et d'entreprise valeur. Alors, les entreprises growth, comme leur nom l'indique, c'est des entreprises en forte croissance. C'est des entreprises qui versent peu de dividendes, qui réinvestissent beaucoup leurs bénéfices tous les ans pour vraiment avoir vraiment une logique d'expansion et de croissance très très forte. Donc c'est des sociétés comme je l'ai mis là qui investissent beaucoup, qui s'endettent beaucoup et donc elles peuvent paraître surévaluées parfois. Les entreprises growth en général ont des PER élevés. Alors ce qu'on appelle PER, c'est le Price Earning Ratio. C'est tout simplement, je l'ai mis là, un petit rappel,
Le PER, c'est le cours de l'action divisé par le résultat net par action. Ça permet de voir comment on valorise une action. Est-ce qu'une action est survalorisée, sous-valorisée en fonction justement des bénéfices qu'elle fait. Donc, par exemple, si on a un PER de 20, on va dire que la société se paye 20 fois ses bénéfices. Alors, un PER de 20, on ne sait pas trop comme ça si c'est élevé, pas élevé. Le PER d'une boîte est à comparer avec le PER aussi d'autres boîtes du même secteur. Il y a des secteurs qui, par définition, ont des PER un peu plus élevés que d'autres. Par exemple, la tech, par définition, ils ont des PER qui sont très élevés, notamment parce que c'est des entreprises, comme je l'ai dit, de croissance. Pourquoi maintenant ces entreprises tech de croissance ont des PER très élevés et qu'on peut les considérer, ou en tout cas elles peuvent apparaître comme surévaluées? C'est tout simplement parce que ces entreprises-là sont des entreprises d'avenir, de croissance. On estime qu'elles vont vraiment péter dans le futur. Quand on investit sur Nvidia aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle a fait beaucoup d'argent dans le passé, mais c'est parce qu'on pense qu'elle va en faire énormément plus dans le futur. Et donc en fait, c'est une valorisation qui est basée sur des anticipations. Mathématiquement, cette valorisation, c'est la méthode des DCF, c'est la méthode des Discounted Cash Flows. En gros, pour faire très simple, la méthode qui est utilisée pour valoriser ces boîtes-là, c'est on va se dire, ok, on va regarder les potentiels flux futurs que va gagner l'entreprise, donc ses potentiels futurs bénéfices en fait. Et on va projeter comme ça les bénéfices qu'on pense que l'entreprise va faire sur plusieurs années. On va actualiser tous ces flux-là à un taux d'intérêt type, on va dire, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on va actualiser ces flux-là et ça va nous donner la valorisation actuelle de la société parce qu'on va se baser non pas, encore une fois, sur tout ce qu'elle a fait dans le passé et sur son état actuel, mais sur tout ce qu'elle va pouvoir faire dans le futur. J'ai pas trop envie de rentrer trop dans le... Enfin, je pourrais rentrer plus dans le détail, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo, ou sinon, posez-moi juste une question en commentaire ou sur Insta, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en gros, comme d'habitude, cette map-là, je vais la mettre dans le premier lien en commentaire. Donc en gros, elle est accessible, disponible. Vous cliquez dans le premier lien en commentaire ou dans la description et vous avez accès à la map pour que vous puissiez la regarder un peu chez vous à tête reposée. Ça vous évite de regarder 15 fois la vidéo. Bon, moi, ça m'enlève un peu du watch time et des vues, mais vous, ça peut vous servir. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, globalement, les entreprises de croissance, c'est beaucoup d'entreprises tech, d'entreprises d'IT, d'entreprises luxe. Globalement, c'est les sociétés d'avenir. Et donc, ces sociétés-là, sont vraiment en pleine croissance. Donc, elles explosent sur les marchés quand les taux d'intérêt sont très bas. Alors, pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, ces entreprises s'endettent beaucoup pour réinvestir beaucoup. C'est des entreprises vraiment de croissance. Et bien, si les taux sont plus élevés qu'avant, quand on s'endette, c'est un peu moins rentable pour nous. Et donc, soit on s'endette un peu moins, donc on croit moins, soit on s'endette plus, mais on paye plus. Donc voilà, globalement, ça fait un peu mal aux boîtes de croissance. La deuxième raison, c'est en lien avec la méthode des DCF, donc des Discounted Cash Flow, que j'ai mentionné tout à l'heure. Je vous rappelle, en fait, ce DCF-là, ça donne la valorisation d'une boîte. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est l'actualisation des flux futurs. Une actualisation, c'est en gros, on va prendre tous les flux futurs et on va diviser chaque flux par un taux d'intérêt, comme je vous l'ai dit. Donc, ce taux d'intérêt, s'il est très faible, eh bien, en fait, ça va augmenter la valorisation de la boîte. Mais s'il est très élevé, on va diviser chaque flux par un nombre qui est un peu plus élevé. Et donc, ça va réduire la valorisation de la boîte. Donc, en fait, mathématiquement, en période de taux élevé comme on a connu depuis plusieurs mois, les entreprises de croissance ont pas mal morflé. Alors, pas toutes, parce qu'il y a aussi eu la bulle IA en même temps. Donc, notamment Nvidia, par exemple, a explosé alors que c'est une entreprise de croissance. Mais c'est lié à cette bulle IA et non pas au taux qui était élevé et qui aurait pu l'empêcher de croître. Bref. À l'opposé de ces entreprises de croissance, on a des entreprises, ce qu'on appelle value. Alors les entreprises value, au contraire des entreprises de croissance, sont des entreprises qu'on considère sous-évaluées. Quand un investisseur dit « moi j'investis sur des boîtes value », je simplifie, il va regarder tous les PER des entreprises, et il va regarder les PER les plus bas, et il va se dire « ah ouais attends, mais si elle a un PER de 12 alors qu'avant elle avait un PER de 20, ça veut dire que cette boîte-là elle est vraiment mal évaluée en ce moment, elle est sous-évaluée, et donc je vais l'acheter parce qu'elle vaut physiquement et intrinsèquement plus que ce qu'elle va me coûter. » Donc, c'est des entreprises, comme vous l'avez compris, qui ont des PER faibles, ce qu'on peut appeler aussi des vaches à lait ou par exemple des dividendes aristocrates, c'est parce que c'est des entreprises qui en général versent des gros dividendes. Souvent, le profil type d'une boîte value, c'est une boîte dans l'industrie ou par exemple une boîte dans l'énergie, genre Total, qui a vraiment une grosse force de frappe, qui est une grosse boîte, qui fait beaucoup de bénéfices, qui fait beaucoup de bénéfices, mais qui ne va pas forcément vouloir réinvestir massivement parce que typiquement dans le cas de Total par exemple, même si c'est un peu différent parce qu'ils investissent sur aussi des énergies vertes, mais on pourrait se dire voilà, Total,
Globalement, leur business model il est basé sur des énergies fossiles. On sait c'est pas le futur et donc ils vont pas réinvestir continuellement là-dedans parce que en fait ça va être de l'argent perdu. Donc ils préfèrent verser des gros dividendes plutôt que réinvestir continuellement. On peut penser par exemple aussi aux banques qui versent beaucoup de dividendes parce qu'elles n'ont pas besoin d'investir dans beaucoup de choses. Une banque, globalement, ça fait de l'argent, c'est comme ça, c'est stable, c'est voilà, c'est une vache à lait. Et donc, elle va reverser beaucoup d'argent à ses actionnaires. Donc, ces boîtes value sont typiquement dans les stratégies d'actions à dividendes que vous avez pu entendre à droite à gauche. Et donc, à l'inverse des sociétés de croissance, ces entreprises value se portent très bien quand il y a de l'inflation et quand les taux sont élevés. Alors, ensuite, une autre distinction qu'on peut faire sur les actions, c'est tout simplement en fonction de la taille des sociétés. On va distinguer 3 catégories différentes. Il va y avoir les small cap, les mid cap et les large cap. Bon, c'est pas très compliqué à comprendre, hein, c'est les petites, les moyennes et les grosses boîtes. Je vous ai mis juste des petits chiffres là pour que vous vous rendiez compte un peu, avoir des ordres de grandeur. Une small cap, alors ça dépend de la définition dans quel pays on se trouve, mais par exemple si on est aux US, une small cap va avoir une market cap, donc une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards. Donc si on est une boîte aux US qui a une market cap de moins de 2 milliards, on est considéré comme une small cap. En Europe, c'est un peu plus faible, c'est plutôt moins d'1 milliard d'euros. Et en France, c'est encore plus faible, forcément, parce qu'il y a moins de boîtes et moins de grosses boîtes. Donc c'est une market cap en dessous de 500 000 euros. On va considérer ça comme une small cap. Globalement, ces small caps sont plus volatiles, un peu moins liquides et plus difficiles à analyser. Pourquoi? Comme c'est des petites entreprises, même si elles sont cotées, elles sont beaucoup plus difficiles à analyser parce que tout ne s'explique pas par les chiffres pour ces boîtes-là. En fait, les grosses entreprises, genre LVMH, il y a des centaines et des milliers d'analystes tous les jours dans le monde qui analysent le moindre rapport, le moindre état financier, le moindre bilan, la moindre déclaration de Bernard Arnault. Enfin, voilà, il y a des analystes, des centaines d'analystes qui analysent tout ce qu'ils font. Ils font plein d'analyses, plein de trucs, machin. Et en plus de ça, comme c'est une énorme boîte, elle est soumise à plein de réglementations, notamment financières et dans les informations. Donc elles doivent faire par exemple 2 bilans tous les ans. Enfin voilà, elles ont plein de choses à produire et elles doivent tout retranscrire en chiffres. Et en plus de ça, les dirigeants de ces grosses boîtes-là, ils dirigent ces boîtes-là en regardant les chiffres des sociétés. Donc en fait, ils vont prendre des décisions basées sur des chiffres, là où des entrepreneurs qui ont des small caps, c'est beaucoup plus des gens de terrain. Ils vont diriger la société non pas en regardant le bilan à la fin de l'année, mais en regardant voilà, quotidiennement, en étant sur le terrain, en allant voir les gens, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus difficile à analyser parce que la stratégie de gestion de cette boîte-là ne va pas être retranscrite à 100% dans les chiffres. Dernier type de distinction qu'on peut faire sur des sociétés, c'est les sociétés qu'on va appeler cycliques et les sociétés qu'on va appeler défensives. Alors, les sociétés cycliques, globalement, c'est des sociétés qui fluctuent en fonction des cycles économiques. Donc ça va être tout ce qui est voyage, produits non essentiels, restauration, services aux consommateurs. Globalement, c'est des sociétés qui performent bien quand tout va bien et qui performent mal quand tout va mal. Donc c'est des sociétés qui ne sont pas par exemple des biens de première nécessité ou voilà, enfin c'est des sociétés, c'est un peu du plus, du bonus. Ça va être tout ce qui est Apple, Nike, Target, LVMH, Air France. Donc c'est des entreprises qui sont en général plus volatiles, tout simplement parce qu'elles calquent les cycles économiques et qu'elles vont même amplifier ces cycles économiques. À l'inverse, les sociétés défensives, elles, c'est des sociétés dont on a toujours besoin. Ça va être tout ce qui est santé, défense, communication. Bon, j'ai remis défense, mais ça peut être par exemple biens de consommation, biens de première nécessité, etc. C'est tout ce qui est Danone, Carrefour, AT&T, enfin voilà. Toutes les boîtes qui sont essentielles en fait à la vie. Ces boîtes-là sont défensives parce que quand les marchés se passent très bien, elles croient normalement. Et quand tout se casse la gueule, en général, elles continuent aussi un peu de croître parce que c'est des boîtes dont on a toujours besoin. Donc ce que j'ai mis ici, hein, ça bat les marchés, peu importe les cycles économiques, elles sont moins volatiles et il y a quand même des perspectives. Elles sont moins volatiles et ces entreprises-là collent parfaitement à des perspectives long terme pour avoir de la stabilité sur notre portefeuille tout au long de sa durée de vie. Donc voilà, c'en est tout pour les actions. Maintenant, on va voir tout ce qui est obligations. D'ailleurs, tant que j'y pense, si vous aimez les value assets comme ça, n'hésitez pas à mettre un like, à le partager à vos potes, à me suivre, à vous abonner à la chaîne et à regarder les précédents épisodes et les futurs épisodes. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Je poste un réel par jour et je réponds à tout le monde en DM. Donc, les obligations, quand on détient une obligation, à la différence de quand on détient une action, on ne possède pas une partie de l'entreprise, mais tout simplement une partie de la dette de cette entreprise. En fait, une obligation, c'est un titre de dette qui est émise par une entreprise ou par un État, parce que c'est la spécificité aussi. Une action, ça ne peut pas être émis par un État, c'est émis que par des sociétés. Une obligation peut être totalement émise par un État et c'est même les États qui émettent le plus d'obligations.
bien plus que les entreprises. Donc en fait, concrètement, une entreprise qui veut se financer par du financement externe, elle va pouvoir faire soit un crédit auprès de la banque, soit émettre des obligations pour que ce soit des particuliers et des institutions qui achètent ces obligations et qui la financent indirectement. Donc une obligation, très simplement, il y a plusieurs termes à connaître et à comprendre. Globalement, il y a ce qu'on appelle le nominal. Le nominal, c'est tout simplement le montant qu'on va prêter à l'entreprise ou à l'État. Donc concrètement, c'est le montant qu'on paye au moment où on achète l'obligation. Cette obligation va ensuite avoir une durée de vie, ce qu'on appelle une maturité. Donc c'est la durée qui sépare l'émission de l'échéance. Donc l'échéance, c'est le moment où l'obligation va être remboursée. Parce que comme quand on a un crédit bancaire, on doit rembourser la banque au bout de 10, 15, 20 ans. Et bien là, pour une obligation, on va rembourser les prêteurs. Donc toi qui achètes une obligation, tu vas être remboursé au bout de je sais pas, 4, 5 ans, 6 ans, ça va dépendre de la maturité prévue par l'obligation. Et donc c'est le flux final qu'on a sur ce graphique. Et pendant toute la durée de vie de cette obligation, le prêteur va percevoir des coupons, tout simplement des intérêts. En fait, c'est les intérêts de la dette. Encore une fois, tout comme quand une entreprise fait un prêt à la banque, eh bien, elle va payer des intérêts à la banque. Ici, elle va payer des coupons au prêteur, donc à toi qui achètes une obligation. Et donc ces coupons, c'est tout simplement des intérêts perçus périodiquement. Ça peut être tous les 6 mois, tous les ans, voilà, ça peut varier. Et c'est des coupons qui sont en pourcentage. Et c'est des coupons qui sont calculés en pourcentage du nominal. Donc typiquement ici sur cet exemple, on va avoir des versements tous les ans de 60 €. Et donc c'est tout simplement un coupon annuel de 6%. Alors tout comme les actions, les obligations sont des produits de rendement et potentiellement aussi de performance. Alors là où sur les actions, en général, on fait moins gaffe aux dividendes, on n'investit pas dans des actions en général pour ça, mais plutôt parce qu'on pense que l'action va croître et qu'on va pouvoir la revendre plus cher que ce qu'on l'a acheté. Donc dans la logique des choses, en général, acheter une action, c'est plus dans une logique de performance. Là où acheter une obligation, c'est plus dans une logique de rendement. Tout simplement parce que comme c'est un titre de dette, en fait, on mise plus sur les coupons qu'on va toucher pendant toute la durée de vie, qui eux sont certains, à la différence des dividendes qui sont potentiels, qui dépendent des performances de l'entreprise et de la décision des actionnaires quant au résultat net, alors que la performance, elle, est quand même assez incertaine. Concrètement, quand on fait un prêt à une banque, on reçoit autant d'argent que ce qu'on va rembourser à la fin. Ça, plus les intérêts, ça nous fait notre coût total de notre dette. Donc, il n'y a pas de raison qu'on rembourse plus ou moins en termes de capital. Alors pourquoi une obligation pourrait se revendre plus ou moins cher? Eh bien en fait tout simplement parce qu'une obligation va pouvoir se revendre pendant toute la maturité, pendant toute la durée de vie de l'obligation. Et donc si par exemple là j'achète mon obligation en 2010, je paye 1000 balles, 2010, hop, 2011 je reçois mes 60 balles, et 2012, bah voilà, j'ai plus envie d'avoir cette obligation là, j'ai envie de la vendre, bah peut-être que l'obligation elle va pas valoir 1000, mais elle va valoir 800, ou peut-être qu'elle va valoir 1200, peut-être qu'elle sera donc supérieure ou inférieure au prix qu'on va avoir. Et donc si on la vend 1200 alors qu'on l'a acheté 1000 2 ans avant, on fait ce qu'on appelle de la performance. Alors pourquoi ce prix de l'obligation pourrait varier au cours de vie? Je vais y revenir un peu après, mais globalement c'est à cause des taux d'intérêt. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter deux caractéristiques, deux termes qu'on peut voir souvent quand on parle d'obligations et qui sont mal compris par beaucoup. Alors ces deux caractéristiques-là, c'est ce qu'on va appeler la notation de l'émetteur et la seniorité de la dette. Pour ce qui est de la notation de l'émetteur, tout émetteur ne se vaut pas. On a des émetteurs qui sont plus solides que d'autres, on a des émetteurs qui ont un plus gros risque de défaut, de faillite que d'autres. Tout simplement, je ne vais pas prêter à un État comme je prête à une petite start-up qui se développe. Bon, et bien pour les obligations, c'est exactement la même chose, vu que c'est une dette. Et donc, on va noter, tout simplement, il va y avoir des agences de notation, que vous connaissez sûrement, tout ce qui est S&P, Moody's, etc., qui vont noter aussi bien les États que les entreprises. Et cette notation-là, donc, c'est uniquement, et je dis bien uniquement, sur le risque de défaut de l'entité en question. Donc, on a des échelles de notation qui s'articulent comme ça. Je vous ai mis là deux exemples, celui de S&P et de Moody's. Elles fonctionnent toutes globalement pareil, c'est le même style de notation. On va avoir, par exemple, pour ce qui est S&P, on a des notations qui vont du triple A au D. Des fois, vous allez voir des triple A+, des triple A-, des BB+, etc. Parce qu'en fait, entre eux, c'est pas lié. Entre chaque palier, là, il y a des plus et des moins. Donc, il y a triple A+, triple A, triple A-, double A+, double A, double A-, A+, A-, etc., etc. Mais globalement, ça s'articule comme ça. Et pour Moody's, vous voyez, en gros, c'est avec des triple A, mais un peu différents, et des AA2, AA1, machin. Enfin, bref, c'est un peu différent. Je vais rester que sur la S&P là pour que ce soit plus simple.
Et donc en fait, dans le monde, les agences de notation ont séparé en deux la qualité du crédit. La première qualité du crédit, qui est la meilleure qualité du crédit, c'est un groupement, donc c'est de triple A à triple B. C'est ce qu'on va appeler des obligations investment grade. Donc en gros, c'est des obligations de qualité investissement. Donc évidemment, au sein de cette catégorie investment grade, donc on appelle aussi IG, hein, on abrège IG, il y a évidemment toutes les catégories dont je vous ai parlé juste avant. Il y a le triple A, le double A, etc. Et il y a une hiérarchisation qui est faite. Mais voilà, on va dire que le gros package de triple A à triple B, ça va s'appeler les investment grade, donc c'est les obligations de meilleure qualité. Et en dessous de tout ça, il y a le paquet qui va de double B à D, donc les moins bonnes obligations, qui elles sont appelées des obligations high yield, donc qu'on abrège aussi HY souvent. On peut aussi les appeler les junk bonds. Donc junk bonds, c'est tout simplement des obligations poubelles. Bon, globalement, ces obligations high yield, c'est des obligations qui sont beaucoup plus risquées que les investment grade, mais qui donc payent des intérêts supérieurs, hein. On y reviendra encore une fois à la fin de cette vidéo, mais le couple rendement-risque en investissement, c'est toujours pareil. Si on a plus de rendement, si un actif financier nous donne plus de rendement, on est logiquement exposé à plus de risques. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, ces agences de notation, elles notent aussi bien les entreprises que les États. Et je ne sais pas si vous avez vu cette information passer, mais en gros, la France, en 2024, est passée d'un double A+ à un double A-. Voilà, je voulais juste vous le mettre ici parce que je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, la France a un risque de défaut qui est considéré équivalent à celui de l'Estonie ou de la Slovénie, par exemple. Donc voilà, je vous ai mis en dessous un petit rappel sur toutes les notations des grands pays développés. On a l'Allemagne qui est un des pays les mieux notés, hein, qui est triple A, les Pays-Bas triple A également, l'Autriche double A+, les États-Unis double A+, la Finlande double A+, également, et le Royaume-Uni double A. Et nous, on était double A+, et on est passé à double A-, tout simplement parce qu'on a en fait des niveaux de dette qui sont colossaux, qu'on aggrave d'année en année et qu'on n'arrive pas à rembourser. Donc voilà, ça c'est la notation de l'émetteur, ça regarde uniquement l'entreprise et ça va noter le risque de défaut de cette entreprise. La seconde chose à prendre en compte quand on regarde une obligation, ça va être la seniorité de la dette. Alors là, on se place plus au niveau de l'entreprise, enfin de l'État, de l'émetteur, on va se placer au niveau de l'actif financier lui-même. Comme je vous l'ai dit, une obligation, c'est ni plus ni moins qu'un titre de dette. Mais une dette, si l'entreprise fait faillite, est-ce qu'elle va être remboursée ou non? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en comptabilité, la dette, ça se passe du côté passif du bilan. Et en fait, quand une entreprise fait faillite, on va avoir un ordre de priorité des dettes qui vont être remboursées en premier et des dettes qui vont être remboursées en dernier si une entreprise fait faillite. On se doute bien qu'une banque, ça va être prioritaire sur des fournisseurs. Bon, eh bien, une obligation émise par une entreprise, c'est un titre de dette. Et donc, en fait, on va avoir différentes obligations qui vont avoir une différente seniorité, ce qu'on va appeler, et qui vont en fait déterminer la priorité de remboursement de cette dette. Donc en fait, est-ce que cette dette, elle va se placer avant un fournisseur, par exemple? Est-ce qu'elle va se placer en dessous d'un fournisseur? Donc c'est ce que j'ai mis là, hein. La seniorité de la dette, c'est tout simplement le degré de priorité de remboursement en cas de défaut. Petite faute ici de frappe, excusez-moi. Je vous ai mis un petit schéma ici. Avec donc la priorité de remboursement qui est de la plus basse, donc globalement la dernière dette qui va être remboursée, à la première dette qui va être remboursée tout en haut. Et donc évidemment, lié à cette priorité de remboursement, on va avoir un risque associé. Donc forcément, celle qui va être remboursée en priorité est beaucoup moins risquée que celle qui va être remboursée en dernier. Et donc forcément, comme je l'ai dit juste avant, hein, celle qui va être remboursée en premier, qui est moins risquée, va rapporter moins, donc versera des coupons inférieurs à une dette qui sera remboursée en dernier. Vous avez des noms ici. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ici des dettes seniors, hein, sur ces 4 premières catégories. Ensuite, on a des dettes subordonnées, hein, donc subordinated debt. Ensuite, on a des dettes hybrides ici. Et enfin, de l'equity, hein, tout ce qui est actions. Parce que oui, les actions sont remboursées en dernier. Quand on est actionnaire d'une société, si on détient des actions et qu'une entreprise fait faillite, globalement, on ne verra jamais notre argent. C'est pour ça qu'on dit souvent que les obligations sont moins risquées que les actions. C'est tout simplement parce que comme c'est un titre de dette, il va être remboursé avant le détenteur de capital, le détenteur d'equity. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut voir aussi des mots comme secured et unsecured. Globalement, une dette secured, une dette sécurisée, c'est une dette qui est backée par un actif. Et une dette unsecured, c'est une dette qui n'est pas backée par un actif. Bon, voilà, il y a plein d'autres choses à dire là-dessus, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, ce que je veux que vous compreniez juste avec ça, c'est que une entreprise peut être
par exemple, catégorisée comme high yield, donc très mauvaise, ou en tout cas assez risquée, mais émettre une obligation senior, par exemple. Et à l'inverse, une entreprise peut être catégorisée comme investment grade, donc j'en sais rien, Total par exemple. Total va pouvoir émettre des dettes subordonnées ou même des dettes hybrides, hein, ça peut arriver. Donc c'est des dettes qui vont être plus rémunératrices, mais qui seront remboursées après toutes les autres si Total faisait défaut. Donc voilà, en fait, ces deux choses-là, là, la notation de l'émetteur et la seniorité de la dette, ça fonctionne de manière parallèle, mais ce n'est pas directement lié. Alors maintenant, je vais revenir sur ce dont je parlais tout à l'heure, sur comment le prix d'une obligation varie au cours du temps. Comme je vous l'ai dit, en fait, on peut aussi avoir de la performance et revendre une obligation plus chère que ce qu'on l'a acheté. Mais en fait, ce qui va déterminer tout ça, c'est tout simplement l'évolution des taux d'intérêt. Quand les taux montent, quand les taux d'intérêt montent, le prix des obligations baisse. Et inversement, quand les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations monte. Je vous ai mis un petit schéma récapitulatif ici. Donc on prend le cas d'une obligation qui est émise avec une valeur nominale de 100 euros, un coupon de 5 euros, donc 5%, et une échéance dans un an. Le rendement de l'obligation, comme je l'ai dit, c'est 5%, sauf que sur les marchés financiers, en un an, les taux d'intérêt passent de 5% à 7%. Donc le rendement des actifs sur les marchés financiers, il va également augmenter. Le rendement d'un actif, c'est tout simplement le taux sans risque, donc le taux directeur, plus une marge en fonction du risque qu'on prend en investissant sur cette action-là. Alors que mon obligation ici, elle me paye toujours 5%. Hein. Comme je vous l'ai dit, l'obligation, là, ici, elle me paye encore 60 balles. Bon, et bien ici, l'obligation, on est un an après, c'est 5% du nominal, le coupon il est toujours de 5 euros. Bon, qui va acheter une obligation qui paye 5% alors qu'on peut acheter des actions qui en gros payent 7%? Bon, personne. Et donc forcément il va y avoir beaucoup moins de demandes pour acheter cette obligation et potentiellement beaucoup d'offres parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire attends mais moi je veux la vendre cette obligation puisque je peux acheter des actions à 7%. Donc moi cette obligation à 5% je m'en fous. Donc il va y avoir beaucoup d'offres, très peu de demandes, forcément le prix va baisser et en fait le prix va baisser jusqu'à ce que acheter cette obligation aujourd'hui soit équivalent à acheter une action aujourd'hui. Une obligation qui vaut 98 balles et qui verse 5 euros tous les ans, c'est 7%. Donc en fait, c'est ce qui est mis là, c'est qu'à ce nouveau prix-là, à 98,13 euros, le rendement des obligations est égal au rendement des marchés financiers. On est à 7% des deux côtés. Et donc c'est pour ça que nous, en tant que banquier privé et gestionnaire de patrimoine, on met quasiment systématiquement des obligations dans une allocation parce que ça fluctue à l'inverse d'une action. Une action, si les taux montent, elle va monter et si les taux baissent, elle va baisser. Une obligation, si les taux montent, elle va baisser et si les taux baissent, elle va monter. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça qu'on parle souvent des obligations parce que c'est le bon pendant en fait des actions. Et dernière caractéristique sur ces obligations, c'est que l'investissement se fait via le marché secondaire uniquement. On ne peut pas en fait directement acheter une obligation quand l'entreprise l'émet. On va pouvoir uniquement acheter les obligations qui se rachètent et se revendent en cours de vie. Donc en fait, les institutionnels, eux, peuvent acheter ces obligations-là à 1000 balles, mais nous, on va pouvoir l'acheter par exemple le lendemain, je sais pas, à 1001 euros, tu vois, ou 999 euros. Mais on ne pourra pas l'acheter au nominal, on ne pourra pas acheter au moment de l'émission de cette obligation. Ça, c'est réservé aux institutionnels. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de marché financier des obligations. Une obligation, elle ne se trade pas quotidiennement comme ça sur les marchés. C'est ce qu'on appelle un marché de gré à gré. C'est comme le private equity que je mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est un peu moins accessible que des actions et c'est pour ça aussi qu'il y a des fonds qui ont été créés pour faciliter cet accès à ces obligations. Donc ça, je vais y venir juste après. Mais d'abord, je finis sur les obligations. Petite conclusion des obligations, c'est que globalement, on peut dire que c'est moins risqué que les actions, notamment pour la raison que j'ai mentionnée ici, tout simplement en termes de seniorité de la dette. Une obligation a vocation à être remboursée. Une action, si la société se crache, c'est ciao. Et donc, elles sont à tel point moins risquées que les actions qu'il y a notamment les T-bonds, donc les obligations du Trésor américain, qui sont qualifiées de taux sans risque. Parce qu'on estime que prêter à l'État américain, c'est quasiment sans risque, parce que le risque de faillite de l'État américain est quasiment inexistant. Alors, c'est tout pour les obligations. Je vous ai mis ici juste un petit encadré monétaire. Je ne voulais pas forcément le mettre de base, donc je ne vais pas beaucoup développer là-dessus. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a vu le marché obligataire. Il y a aussi un marché monétaire qui ressemble beaucoup au marché obligataire, mais qui lui est en fait à maturité très courte. C'est qu'une obligation, par définition, elle a une maturité qui est de moyen terme à long terme. Elle a une maturité minimum supérieure à 1 an. Là où le marché monétaire, lui, c'est que des titres de dette également, mais qui ont une maturité inférieure à 1 an. Donc c'est vraiment le marché du court terme. Les gens investissent souvent la trésorerie de leur boîte dans des fonds monétaires.
Globalement, en fait, c'est des fonds qui rémunèrent à hauteur de l'ester, tout simplement le taux à très court terme auquel peuvent se prêter les entreprises. Bon voilà, je ne rentre pas dans le détail ici, mais globalement, on comprend aussi que si les taux directeurs montent, la rémunération monte également, parce que ça fonctionne exactement comme le marché obligataire. Donc voilà, je ne rentre pas trop dans le détail sur le monétaire, c'est pas hyper intéressant, et puis surtout, en fait, on investit dans du monétaire via des fonds monétaires. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir tout de suite la prochaine et dernière partie de ce Value Assets qui concerne les fonds, et plus communément appelés les OPCVM en France, donc les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Alors des OPCVM, il y en a deux principaux types. Il y a ce qu'on appelle des fonds non cotés et des fonds cotés. Les fonds non cotés, c'est tout ce qui va être fonds communs de placement et les SICAV. Alors, ces fonds-là, comme je l'ai dit, ils ont la particularité d'être non cotés, donc ils s'échangent de gré à gré, comme les obligations. Ces FCP et SICAV sont de deux principaux types. On a ce qu'on appelle des OPCVM passifs et des OPCVM actifs. Alors, je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo sur ces notions-là de gestion active ou gestion passive. C'est la conclusion de cette vidéo qui est assez intéressante, vous le verrez. Mais donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un fonds géré de manière active, c'est un fonds qui a pour vocation de battre le marché. Alors vous le voyez, ces deux notions n'ont pas la même taille, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'OPCVM actifs que d'OPCVM passifs. Ces FCP, ces SICAV, il y en a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle des fonds classiques, des fonds simples. C'est tout simplement un fonds action, un fonds obligation, un fonds monétaire. En fait, c'est un fonds qui investit dans une seule classe d'actifs et qui va le gérer soit passivement, soit activement. Ensuite, on va avoir des fonds diversifiés. Eux, au contraire des fonds simples, ils mixent les classes d'actifs. Donc il va pouvoir y avoir dans un seul fonds aussi bien des obligations que des actions, etc. Globalement, c'est fait pour augmenter la diversification, comme leur nom l'indique. Et il y a aussi dans cette catégorie-là ce qu'on appelle des fonds flexibles, qui eux sont des fonds diversifiés. Donc il y a par exemple 50% d'actions, 50% d'obligues, mais en fonction des conditions de marché, ils vont modifier leur exposition. Donc par exemple, s'ils estiment que les taux d'intérêt vont monter, ils vont surpondérer les actions et sous-pondérer les obligations parce qu'ils s'attendent justement à ce que le prix des actions monte et le prix des obligations baisse, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà, c'est tout simplement des fonds qui ont une gestion active, qui vont modifier l'allocation en fonction des conditions de marché. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle des fonds thématiques, donc c'est par exemple des fonds immobiliers, genre les CPI, c'est par exemple des fonds ISR, donc tout ce qui est les fonds environnementaux, ESG, etc. Et enfin, il y a tout ce qui est fonds alternatifs. Donc, c'est des fonds qui sont un peu plus complexes à comprendre, mais globalement, il peut y avoir des stratégies un peu différenciantes, donc des stratégies alternatives. Par exemple, je vous ai mis ici la stratégie long-short. Donc, en fait, une stratégie long-short, c'est tout simplement de se dire qu'on va en même temps acheter certains titres financiers et en même temps vendre à découvert d'autres titres financiers. Donc, vendre à découvert, c'est ce qu'on appelle shorter le marché. C'est qu'en fait, parier à la baisse et parier à la hausse. Ensuite, une autre stratégie qu'on retrouve souvent dans les stratégies alternatives, c'est des stratégies ce qu'on appelle de performance absolue. Donc c'est des fonds qui sont souvent appelés absolute return ou absolute alpha. En gros, c'est des fonds qui ont pour vocation de donner du rendement, peu importe les conditions de marché. Donc en gros, ils vont profiter aussi bien de la hausse que de la baisse. Donc ça peut être aussi via des stratégies long short, mais ça peut être via tout autre style de stratégie avec des produits dérivés, des trucs assez complexes. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Voilà, globalement, c'est des fonds qu'on retrouve assez souvent dans des allocations. Ces FCP et ces SICAV, donc ces fonds non cotés, elles ont plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Le premier avantage, c'est la diversification. Comme je vous l'ai dit un peu avant, et j'y reviendrai encore une fois en fin de vidéo, mais la diversification, c'est vraiment le pilier de l'investissement. Vous connaissez tous la phrase « on ne met pas tous ses œufs dans le même panier ». Bon, eh bien, investir dans des OPCVM, donc investir dans des FCP et des SICAV, donc dans des fonds non cotés, ça procure l'avantage d'être directement diversifié. Parce qu'au lieu d'acheter une action, on va acheter un fonds et ce fonds sera exposé à peut-être 40 actions. Donc ça, c'est le premier avantage de ces FCP et de ces SICAV. Le deuxième avantage, c'est tout simplement la gestion active pour la plupart de ces FCP. Le but, évidemment, c'est de battre le marché. Donc ça, on peut considérer ça comme un avantage. Mais on peut aussi considérer ça comme un inconvénient, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a très peu de fonds qui arrivent à surperformer le marché. Je vous ai mis ici la notation SPIVA, on y reviendra en fin de vidéo, mais c'est une étude en gros qui démontre que sur 20 ans, 92% des fonds gérés activement sur le marché américain en fait sous-performent un indice, donc sous-performent l'indice américain, le S&P 500 par exemple. Donc voilà, ça montre qu'en gros la gestion active ça marche pas vraiment et que battre le marché c'est très compliqué. Ensuite, un autre inconvénient de ces FCP et de ces SICAV, c'est que la liquidité est moyenne. Alors,
c'est pas du tout illiquide comme un fonds de private equity, hein. Ça s'échange tous les jours, mais voilà, comme c'est pas coté, ça s'échange pas d'une minute à l'autre sur un marché financier, c'est du marché de gré à gré, donc ça se vend quotidiennement parce qu'on a ce qu'on appelle des VL, donc des valeurs liquidatives qui sont journalières, donc on détermine tous les jours les valeurs de ces fonds-là, mais on ne peut pas la vendre aussi vite qu'un ETF comme on va le voir juste après ou comme une action qui serait cotée sur les marchés. Le troisième inconvénient de ces OPCVM, enfin de ces FCP de ces SICAV, pardon, c'est principalement des frais qui peuvent être très élevés. En fait, les sociétés de gestion qui gèrent ces FCP ou ces SICAV-là, vraiment, elles prennent des frais qui sont très élevés. Ça peut être du 1, du 1,5, 2% ou même plus. C'est beaucoup. En fait, on sait que les frais, c'est l'ennemi de la performance. Donc voilà, c'est vraiment un des gros inconvénients de ces FCP et de ces SICAV-là, et c'est vraiment ce qui leur vaut le plus de critiques. C'est le fait que les gestionnaires, non seulement ils surperforment très rarement le marché, mais en plus, ils sont beaucoup plus chers que juste un simple ETF, comme on va le voir juste après. Enfin, dernier inconvénient, et ça ne vaut pas pour toutes les SICAV ou les FCP, mais parfois, on peut trouver ce qu'on appelle des fonds de fonds. Donc en fait, c'est un fonds, donc un FCP, qui va investir dans des actions, des obligations, mais aussi dans d'autres fonds. Donc ça, c'est vraiment terrible et on le voit malheureusement beaucoup trop souvent. Même en banque privée, nous, hein, on le voit quand on analyse par exemple des portefeuilles qui ont été faits par certains CGP ou par certaines autres banques ou certaines banques privées ou quoi. En fait, on voit que dans leurs allocations, les gens, les clients ont des fonds qui investissent entre autres dans d'autres fonds. Alors, comme ça, on pourrait se dire, bon, c'est pas si mal, ça diversifie encore plus. En fait, j'avais juste à acheter un fonds et je suis exposé vraiment à plein de trucs. Oui et non. Alors déjà, premièrement, ces fonds délivrent en général pas des performances dingues, mais en plus de ça, il y a des frais. Et donc là, on comprend la douille. C'est qu'en fait, si on investit dans un fonds qui investit dans d'autres fonds, on a des surcouches de frais. Parce qu'en fait, les fonds dans lesquels ces fonds investissent, eux aussi, hein, ils sont soumis à des frais de gestion de 1, 1,5, 2%. Donc en fait, ça, on superpose les frais. Et en plus de ça, c'est des frais qui sont cachés. Parce qu'en fait, la personne qui achète un fonds A, si ce fonds A investit dans des actions, dans X actions, mais qu'il investit aussi dans un fonds B, la personne ne va voir que les frais du fonds A. Elle va voir les frais de l'OPC qu'elle achète. Il n'y a aucune transparence sur les frais de chacun des titres financiers qui sont détenus. Et donc, il n'y a aucune transparence également sur les frais de gestion qui sont très élevés du fonds B, par exemple, dans lequel le fonds A va investir. Donc, ces frais sont cachés, ils ne sont même pas transparents, et c'est des frais qui vont réduire énormément la performance du fonds A. Alors, on pourrait se dire, oui, mais bon, il y a quand même la diversification, donc en fait, ça permet d'être exposé quand même à plein de choses et de réduire le risque. Bah oui et non, parce qu'en fait, on va aussi avoir ce qu'on appelle de l'overlap. L'overlap, c'est tout simplement le fait d'avoir l'impression d'être diversifié, mais en fait de l'être pas vraiment. Par exemple, si le fonds A investit ici dans LVMH et Kering, par exemple, hein, je vais mettre KE, vous comprenez, donc c'est deux boîtes de luxe, pour ceux qui ne connaissent pas. Et si, en plus de ça, elle a investi dans le fonds B, qui lui est un fonds, par exemple, thématique luxe, et que ce fonds thématique luxe investit également forcément dans LVMH et dans Kering, parce que c'est deux grosses boîtes de luxe, en fait on se retrouve avec de l'overlap. Ça veut dire que ce fonds-là, il ne sert à rien si ce n'est rajouter des frais. Parce qu'on va avoir un fonds A parce qu'on va être exposé en fait 2 fois à LVMH, 2 fois à Kering. Autant être exposé en direct et acheter directement l'action plutôt qu'acheter un fonds qui va indirectement acheter cette action. Ça n'a aucun sens en fait. Et ça, malheureusement, on le voit très souvent. Donc ça, c'est un gros inconvénient de certains OPCVM qui sont ce qu'on appelle des fonds de fonds. Donc, deuxième type d'OPCVM, c'est des OPCVM qui sont cotés. Et c'est en fait là ce qu'on va retrouver, c'est les ETF. ETF, donc Exchange Traded Fund, c'est littéralement des fonds échangeables et tradables sur les marchés financiers. Donc, au même titre qu'une action, on va pouvoir acheter un ETF en sortant notre broker en ligne sur notre téléphone. On l'achète en 2 clics, on peut le revendre en 2 clics. C'est vraiment hyper pratique. Il y a environ 9000 ETF dans le monde. Ça s'est énormément démocratisé ces 20-30 dernières années. Et on va voir ensuite à la fin de cette vidéo pourquoi c'est intéressant. Donc des ETF au même titre que des FCP et des SICAV, on va retrouver des ETF actifs et des ETF passifs. Donc là, pareil que les FCP et les SICAV, un ETF actif, c'est un ETF qui va avoir comme but de battre le marché, et un ETF passif, c'est un ETF qui va avoir comme but de répliquer la performance d'un indice. Bon, ici, vous voyez, à la différence des FCP et des SICAV, il y a beaucoup plus d'ETF qui sont passifs que d'ETF actifs. Quand on parle d'ETF, en général, dans 99% du temps, on parle d'ETF passifs, tout simplement des ETF qui ont pour but de répliquer un indice. Alors, ces ETF-là, ils ont plusieurs avantages. Le premier, au même titre qu'un FCP ou qu'une SICAV, c'est la diversification.
Donc, qui dit diversification dit moins de risques. Deuxième avantage, c'est qu'à la différence cette fois-ci des OPC, enfin des FCP et des SICAV, les ETF comportent très peu de frais. En moyenne, un ETF coûte 0,10% de frais de gestion annuels. Donc c'est 10 à 20 fois moins qu'un FCP et qu'une SICAV. Je vous l'ai dit, les FCP SICAV, ça peut tourner aux alentours de 1, 1,5, 2% de frais. Donc vraiment les frais des ETF par rapport aux FCP et SICAV, c'est vraiment risible. Et c'est vraiment ça, une des grandes forces des ETF, et c'est pour ça qu'ils ont vraiment émergé et inondé le marché, et que tout le monde en parle aujourd'hui sur LinkedIn d'ailleurs, c'est parce que en partie, ils ont très très peu de frais. Ça peut aller même jusqu'à 0,07, il me semble que c'est le minimum, et souvent c'est aussi 0,2. Mais voilà, ça reste très très faible par rapport à des FCP ou des SICAV. Le deuxième gros avantage des ETF, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils sont cotés en bourse, donc c'est des fonds qui sont extrêmement liquides, au même titre que les actions, et ça, forcément, ça plaît énormément aux investisseurs. Évidemment, ces ETF, ils ont aussi des inconvénients, et ça, il y en a très peu qui en parlent, mais des ETF comportent 3 risques principaux. Donc ces risques-là, je vais y revenir et les développer juste après. Mais d'abord, il faut comprendre qu'on a 2 grandes familles d'ETF. En fait, ces grandes familles-là vont dépendre du mode de réplication de ces ETF-là. Par exemple, on veut acheter un ETF S&P 500. On va avoir 2 types d'ETF S&P 500. Le premier type, c'est un ETF à réplication physique. Bon, là, globalement, c'est pas très compliqué. On se dit, on achète un ETF S&P 500. En fait, un ETF, ça va être émis par une société de gestion, donc par exemple BlackRock ou Amundi. C'est les 2 plus connus. On va avoir le iShares S&P 500, je sais pas quoi. Ce iShares là, s'il a une réplication physique, en fait, ça veut dire que BlackRock a acheté les 500 entreprises du S&P 500 et qu'en fait, nous, on achète une partie en fait, de tout ce que BlackRock a acheté. Donc, c'est une réplication physique, c'est tout simplement le fait de se dire qu'on achète un petit bout d'un grand ensemble que la société de gestion a acheté, et ce grand ensemble, c'est tout le S&P 500 en entier. Ça, c'est ce qu'on appelle la réplication physique intégrale. Ça veut dire que BlackRock a acheté les 500 actions du S&P 500. Ensuite, on a aussi une réplication physique qu'on appelle un échantillonnage optimisé. L'idée, en fait, c'est de se dire, ok, le S&P 500, pour répliquer sa performance, on n'a pas forcément besoin d'acheter les 500 entreprises. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le S&P 500, donc c'est les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. Et en fait, cet ETF-là, il n'est pas équipondéré. Ça veut dire que la première ligne de cet ETF-là, elle n'a pas le même poids que la dernière ligne. En fait, ces lignes-là sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière. Donc en fait, Apple a plus de poids dans l'indice et a une pondération plus élevée, supérieure à celle d'une petite société américaine qui est cotée au S&P 500. Donc en fait, une réplication physique par échantillonnage, c'est le fait de se dire, ok, BlackRock, plutôt que d'acheter les 500 actions du S&P 500, ils vont te vendre un ETF S&P 500, mais en fait derrière eux, ils ont acheté juste par exemple les 20 premières. Bon, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, c'est des modèles informatiques qui expliquent comment on arrive à faire un échantillonnage. En fait, ça permet juste à BlackRock d'avoir moins de frais, par exemple, parce que ça leur évite d'acheter toutes les actions, les 500 actions du S&P, et de les revendre et de les racheter, etc. Enfin, de faire les arbitrages qu'il faut. Au moins, ils ont juste à traiter avec 20 actions par exemple au lieu de 500. Deuxième type d'ETF, c'est non plus les ETF à réplication physique, mais c'est les ETF à réplication synthétique. Alors ici, c'est un peu plus complexe à comprendre, mais en fait, on a un ETF, par exemple le Amundi S&P 500. Le Amundi S&P 500, il a pour but de reproduire la performance de l'indice S&P 500, donc de l'indice américain. Mais en fait, si on regarde concrètement ce dans quoi le Amundi S&P 500 investit, on va avoir un panier d'actions qui sera totalement différent. On peut retrouver du LVMH, on peut retrouver du Total. En fait, on va retrouver des actions qui n'ont rien à faire dans le S&P 500. Ces actions-là, c'est ce qu'on va appeler le panier de substitution. C'est en fait un panier d'actions qui n'a rien à voir avec le vrai indice qu'on cherche à répliquer, mais c'est ce qu'on va appeler un panier de substitution. Donc ça, c'est la première composante d'un ETF à réplication synthétique. La deuxième composante, c'est un contrat swap. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est un contrat entre Amundi et une institution financière, donc une autre banque par exemple, qui permet fictivement à Amundi de détenir le S&P 500 et donc de pouvoir répliquer la performance de cet indice-là. Concrètement, à quoi ça sert ces ETF à réplication synthétique? Bon, ça sert à plein de choses, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir acheter un Amundi PEA S&P 500 dans votre PEA. Et donc, vous allez pouvoir être exposé au marché américain au sein de votre PEA qui, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, a vocation à investir uniquement dans des actions européennes.
Et en fait, c'est un petit trick que Amundi va utiliser par exemple ici, et plein d'autres l'utilisent. Il va nous permettre en fait de détenir le Amundi PEA S&P 500. On va détenir des actions européennes, donc ça va être éligible au PEA. Mais en fait, derrière Amundi, ils vont faire un swap pour répliquer la performance du S&P 500. Donc maintenant, on arrive sur les risques inhérents aux ETF dont personne ne parle. En fait, les deux premiers risques sont propres à chacun des modes de réplication. Si on investit dans un ETF à réplication physique, on a un risque de contrepartie qui est lié au prêt de titre. Donc concrètement, si on investit dans l'ETF BlackRock S&P 500 à réplication intégrale, donc BlackRock va acheter les 500 actions du S&P 500 et nous on va acheter une petite partie de ça. Donc cet ETF là qu'on détient, il est à réplication physique et en fait BlackRock va pouvoir faire ce qu'on appelle du prêt de titre à d'autres institutions financières. Du prêt de titre, concrètement, c'est donc prêter des titres et ça sert notamment, entre autres, à tout ce qui est vente à découvert, que j'ai mentionné tout à l'heure. Quand on short le marché, quand on parie à la baisse sur une action, on va vendre à découvert, donc on va vendre une action qu'on n'a pas pour la racheter, on l'espère, un peu moins cher. Donc comment ça c'est possible? C'est possible tout simplement grâce au prêt de titre. Donc par exemple, toi si tu veux shorter Apple parce que tu penses que Apple va baisser, ce que tu vas faire c'est que tu vas emprunter un titre Apple à quelqu'un qui le détient, donc par exemple BlackRock, tu vas demander à BlackRock, bah tiens, moi ton titre Apple là, toi tu t'en sers pas, tu l'as acheté comme ça, mais moi je pense que Apple va aller en bas. Toi tu penses qu'Apple va monter parce que tu as acheté Apple, et moi je pense que là Apple va baisser. Donc comme je pense qu'Apple va baisser, je vais te demander d'emprunter ton titre Apple, je vais le prendre comme ça, je vais le vendre sur le marché, le titre Apple est par exemple à 100, je vais le vendre 100 sur le marché, c'est pas mon titre, c'est ton titre, je vais vendre ton titre à 100, je vais attendre que ça baisse. Si par exemple je vois que ça baisse et que ça arrive à 70, là je me dis ah ouais bah c'est bon, 70 c'est un bon prix, donc je vais acheter cette fois-ci un titre à 70 et je vais te rendre ce titre-là. Donc BlackRock, ça n'a rien changé à BlackRock, en une semaine ils ont toujours leur titre, c'est pas le même mais globalement ils ont toujours un titre Apple. Par contre toi ça t'a permis de gagner 30 balles parce que tu as vendu un titre 100, tu l'as acheté 70, donc globalement, tu as gagné 30 euros. Bon, et bien, ce prêt de titre-là, fait par BlackRock, évidemment, ils le font parce que ça leur rapporte un peu d'argent. Ça coûte un petit peu plus cher d'avoir une position short sur le marché qu'une position longue, que de parier à la hausse, tout simplement à cause de ces frais-là d'emprunt de titres qui sont payés à BlackRock. Donc BlackRock, il fait ça parce que ça lui permet de gagner un peu plus d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe si toi qui as voulu shorter le marché, et ben en fait, tu fais faillite? Toi, par exemple, tu es une entreprise, tu as emprunté mon titre parce que tu voulais shorter Apple pour gagner de l'argent, mais en fait, toi, tu fais faillite. Bon, et bien, mon titre, tu me l'as emprunté. Donc, en fait, moi, je l'ai plus, mon titre. BlackRock, là, il a plus son titre. Donc, comment ça se passe? Eh bien, en fait, ça, c'est un risque de contrepartie pour BlackRock. Donc, pour aussi le détenteur indirectement d'un ETF BlackRock, eh bien, c'est le risque qu'en fait, BlackRock prête des titres à des institutions financières et que ces institutions financières fassent défaut, fassent faillite. Bon, globalement, ce risque-là est quand même assez minime, mais il faut le prendre en compte. Pourquoi il est minime? Parce que BlackRock va jamais prêter plus de 40-45% des titres qu'elle a. Qui plus est, ces prêts de titres vont être adossés à des garanties. En général, c'est des garanties à 110%. Donc ça veut dire que toi, tu es une boîte qui veut shorter Apple, tu veux emprunter un titre Apple à 100, et bien tu vas devoir mettre en face, par exemple, 110 euros de cash ou 110 euros d'un autre titre. Donc ça c'est une garantie pour BlackRock, mais voilà, il y a quand même un risque et donc c'est pour ça que moi je conseille à ceux qui veulent acheter des ETF à réplication physique de vérifier le taux de prêt moyen de l'ETF en question. Par exemple, moi je ne vais jamais prendre un ETF à réplication physique qui prête 40 à 45% de ses titres en moyenne, mais plutôt 15-20% max. Si c'est plus de 20% de prêt moyen, je ne vais pas vouloir acheter cet ETF là parce que je trouve que le risque est trop important et que même s'il y a des contreparties et que même s'il y a des garanties en face de chaque prêt, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Et surtout, en fait, moi, je n'ai pas accès à ces prêts-là. Je ne sais pas à qui BlackRock va prêter. S'il faut, ils vont prêter à des entreprises qui vont faire faillite, j'en sais rien. Donc voilà, ce risque est quand même à pondérer. Pourquoi? Parce que c'est un risque qui est présent, certes, pour les ETF à réplication physique, mais c'est également présent pour la majorité, si ce n'est la totalité, des OPCVM, donc des FCP et des SICAV que je peux acheter. En fait, un gestionnaire de fonds de SICAV, par exemple, un gestionnaire de SICAV, il va lui aussi acheter plein d'actions en direct et il va pouvoir lui aussi faire du prêt de titre pour gagner un peu plus d'argent envers d'autres institutions financières. Donc en fait, ce risque-là, globalement, il est certes pour les ETF à réplication physique, mais également pour n'importe quel FCP ou n'importe quel SICAV. Mais il n'est pas pour les ETF à réplication synthétique qui, eux, ne peuvent pas, en fait, par définition, faire du prêt de titre
parce qu'ils ne vont pas pouvoir prêter des titres sur lesquels il y a déjà un swap qui a été fait. Bref, c'est un peu plus complexe que ça, mais globalement, les ETF à réplication synthétique ne pourront pas faire du prêt de titres et donc n'auront pas ce risque-là. En revanche, si on achète un ETF à réplication synthétique, on va être exposé à un autre risque de contrepartie qui est cette fois non pas lié au prêt de titre, mais lié au contrat swap lui-même. Parce que oui, en fait, le contrat swap, comme il est fait avec une autre institution financière, on comprend bien que si l'institution financière fait défaut, fait faillite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer sur ces actions-là? Parce qu'en fait, moi, je vais acheter un Amundi PEA S&P 500, mais dedans, il n'y aura que des actions européennes. Donc, ok, Amundi, il a fait un swap avec, je sais pas, UBS, mais si UBS fait faillite demain, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai pas du tout acheté le S&P 500, en fait. J'ai acheté du LVMH, du L'Oréal, du ce que tu veux. Mais voilà, donc qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour ma performance, pour mon indice? Eh bien, c'est le risque auquel on s'expose quand on achète un ETF à réplication synthétique, mais ce risque-là est également limité parce qu'en fait, la réglementation européenne, elle interdit une prise de risque supérieure à 10%. Donc, en gros, c'est assez complexe, donc je ne vais pas détailler, mais concrètement, globalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a une exposition maximale à une perte de 10% si Amundi, par exemple, a swappé avec UBS et que UBS fait défaut. Donc globalement, on peut quand même dire, et moi je préfère pour cette raison la réplication synthétique, parce que en fait je trouve que 10% d'exposition à ce risque-là, c'est au final inférieur à un BlackRock qui va pouvoir prêter par exemple à 40% des titres. Donc en fait je trouve que au final, j'ai pas accès certes au contrat swap, mais j'ai pas accès non plus au prêt de titres. Donc je ne sais pas à qui BlackRock va prêter des titres. Et donc s'ils prêtent qu'à des entreprises qui font défaut et qui prêtent à hauteur de 40%, en fait je vais t'exposer à 40% à un risque de faillite, donc un risque de contrepartie, alors que ce serait que 10% pour un ETF à réplication synthétique. Donc voilà, c'est pour ça que je vais en général préférer un ETF à réplication synthétique, en plus du fait que ça permet d'être investi via un PEA à des actions européennes. Donc pour les débutants, en tout cas pour les premiers 150 000 euros investis en ETF, c'est quand même un gros plus, même si certains ETF à réplication physique sont un peu moins chers que les ETF à réplication synthétique. Donc voilà, c'est globalement deux risques, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Ces deux risques qui sont quand même assez minimes, hein, on ne va pas se mentir, mais voilà, c'est quand même des risques qui sont présents et qu'il faut connaître. Il faut avoir ces risques-là en tête si on investit dans des ETF. Le dernier risque inhérent aux ETF, c'est ce qu'on va appeler le risque de liquidité. Alors, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais je vous ai mis un petit schéma plus simple ici. On a ce qu'on appelle la pyramide de la liquidité. Quand on investit dans des ETF, on investit, nous, via le marché secondaire. Toi, quand tu vas acheter 100 balles d'ETF, tu vas acheter sur le marché secondaire, donc sur les marchés financiers. Hein, tu vas sortir ton broker, tu t'achètes sur Revolut ou sur eToro ou ce que tu veux. Tu vas acheter un ETF là-dessus. Mais si une entreprise ou si un fonds de pension, par exemple, veut acheter 1 milliard d'euros d'ETF, est-ce que tu penses vraiment qu'il va pouvoir acheter 1 milliard d'euros de S&P 500 à Amundi sur Revolut? Non. Il va pouvoir passer par ce qu'on appelle des market makers. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est OTC, over the counter, c'est les marchés de gré à gré. Donc en fait, voilà, le fonds de pension, il va appeler un market maker, il va lui dire écoute gros, je veux acheter 1 milliard d'ETF S&P 500. Donc en général pour des montants légèrement inférieurs, il va pouvoir le faire. Il va pouvoir trouver par exemple un mec qui vend pour 200 millions d'ETF. Toi si tu veux en acheter 200 millions, voilà, le market makers, il va mettre en correspondance le vendeur avec l'acheteur. La transaction va se faire et ça sera très facile comme ça. Par contre, si toi, tu en veux 1 milliard, il n'y a certainement pas 1 milliard d'euros d'ETF qui sont en vente sur les marchés. Et donc, dans ce cas-là, le market maker ne va pas pouvoir te vendre ces 1 milliard et tu vas donc devoir t'adresser en fait au marché primaire. C'est-à-dire que tu vas demander à Amundi directement de créer des nouvelles parts d'ETF. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on va ramener de la liquidité tout le temps dans les ETF. C'est que le nombre de parts créées va augmenter petit à petit. Il va pouvoir aussi être diminué. On va pouvoir brûler ce qu'on appelle redemption des parts. Mais souvent, voilà, on a dans une logique d'expansion, les ETF sont dans une logique d'expansion, donc on va avoir toujours de plus en plus de parts. Et donc c'est ce qui va permettre de maintenir une liquidité très forte sur ces ETF, ce qui est donc un gros avantage, hein, comme on l'a dit, mais c'est aussi un risque. Pourquoi? Parce que cette liquidité-là n'est pas forcément corrélée à la liquidité des sous-jacents dans lequel l'ETF investit. Par exemple, comme je vous ai dit, des obligations, c'est pas très liquide. En revanche, si on achète un ETF obligataire, eh bien en fait cet ETF obligataire qui investit
dans des obligations, lui, cet ETF, il est extrêmement liquide puisqu'il est échangeable sur les marchés financiers. Donc c'est la beauté de la chose parce que ça permet de rendre accessible par exemple l'investissement dans des obligations, mais ça peut être aussi un problème quand ces obligations-là, donc le sous-jacent de cet ETF, qui elles ne sont pas très liquides, eh bien si on est à un moment où il y a une panique par exemple et que les gens veulent vendre massivement des obligations, les obligations de cet ETF, eh bien en fait on va avoir un décrochage. On l'a vu en mars 2020 et en novembre 2016, on a vu un décrochage entre l'ETF obligataire et l'indice qui cherche à répliquer. On voit qu'en fait l'ETF il chute pas mal en dessous de l'indice. Donc en mars 2020, c'était notamment sur les obligations américaines au début de la crise du Covid. Au début de la crise du Covid, en fait, on a vu que voilà, y a beaucoup de gens qui ont voulu vendre des obligations américaines, et sauf qu'en fait, il y a eu un différentiel de liquidité tel que l'ETF s'est un peu cassé la gueule par rapport à l'indice en lui-même. Mais voilà, pourquoi ce risque de liquidité est assez faible? Alors déjà, ce risque de liquidité, il est plutôt inhérent aux ETF obligataires, par exemple, ou aux ETF qui cherchent à répliquer des sous-jacents qui sont très peu liquides. Donc il n'y en a pas tant que ça finalement. Mais en plus de ça, ce risque de liquidité-là, il n'est pas vraiment inhérent aux ETF, il est inhérent à toutes sortes d'investissements qui cherchent à rendre liquide un investissement qui ne l'est pas. Par exemple, quand on achète des REITs, donc des REIT, c'est en gros des sociétés immobilières cotées en bourse. Ces REITs-là, elles cherchent à rendre plus liquide un sous-jacent, donc l'immobilier qui ne l'est pas. L'immobilier, c'est pas liquide. Mais pourtant, les REITs, on va pouvoir les échanger beaucoup. Donc voilà, c'est un risque qu'il faut connaître, qu'il faut considérer, mais qu'il ne faut pas non plus trop juger extrêmement important, parce qu'en fait, si on conserve notre ETF parce qu'on a envie de le garder sur le long terme, et c'est souvent le but d'acheter des ETF, c'est l'investissement long terme, c'est pas de faire du trading avec. Donc en fait, si on conserve notre ETF, globalement, on ne sera jamais soumis à ce problème-là de liquidité à certains moments clés. Parce que voilà, si pendant le Covid, on avait un ETF obligataire mais qu'on n'a pas voulu le vendre parce qu'on savait que ça allait être une crise qui sera éphémère et que 5 ans après, l'obligation américaine, elle vaudrait tout autant ou même plus, on aurait gardé notre ETF et on n'aurait jamais eu de soucis. Donc maintenant qu'on a vu tous ces différents titres financiers, donc les actions, les obligations, mais aussi les fonds, on a évoqué l'importance de la diversification dans l'investissement. On l'a évoqué notamment grâce aux OPCVM, comme je viens de le dire, aux FCP, aux SICAV et aux ETF, que c'était des titres financiers qui étaient vachement prisés par les investisseurs parce que ça permettait d'être diversifié et donc d'être exposé au maximum à plein de choses. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on connaît tous le proverbe « on ne met jamais ses œufs dans le même panier ». Et bien voilà, la diversification en investissement, c'est littéralement ça. On n'a pas envie de tout miser sur un cheval, on préfère miser sur une écurie. Mais alors concrètement, pourquoi diversifier En fait, c'est vraiment expliqué mathématiquement. Je vais aller très vite sur ces explications-là, mais c'est quand même pour vous donner quelques bribes mathématiques. Parce que oui, on sait qu'intuitivement, c'est mieux d'investir sur plein de choses, mais fondamentalement, pourquoi? En fait, tout simplement parce que quand on investit dans 10 titres financiers, notre performance, ça va être la performance moyenne de chacun de ces 10 titres. Alors que notre risque, lui, ne sera pas le risque moyen de chacun de ces 10 titres, ce sera un risque qui sera inférieur à chacun de ces 10 titres. Pourquoi? Parce qu'en fait, le risque se diversifie. Maintenant, à quel point je vais devoir diversifier? À quel point en fait c'est cohérent d'acheter X actifs? Quel nombre d'actifs je dois acheter pour être vraiment diversifié? En fait, ça va dépendre de ce qu'on pense de l'efficience des marchés. En fait, cette théorie dit que les prix des actifs reflètent la totalité des informations et que donc, en fait, comme ces prix reflètent la totalité des informations possibles, c'est impossible de sélectionner une partie des actions qui seraient sous-évaluées ou quoi, parce qu'en fait, il n'y a aucune action qui serait sous-évaluée. En fait, on ne pourrait pas faire d'arbitrage et on ne pourrait pas faire de la plus-value, faire de l'alpha en sélectionnant une partie des actions. Donc ça, c'est la théorie des marchés efficients. Donc pour la team gestion active, cette théorie, elle est fausse. Les gestionnaires d'actifs pensent que cette théorie est fausse, pensent qu'on peut faire ce qu'on appelle du stock picking, donc on peut choisir des actions qui vont produire plus de performance que d'autres, tout en minimisant le risque pris. En fait, selon eux, il existe un portefeuille optimal qui maximise le rendement pour le niveau de risque pris. C'est-à-dire qu'en fait, à un niveau de risque minimal donné, on va pouvoir sélectionner des actions qui vont produire beaucoup plus de rendement. Donc ça, c'est la théorie des gestionnaires d'actifs. Maintenant, la team gestion passive, elle dit « Non mais les gars, c'est très 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 compliqué de battre le marché. En fait, l'information, elle est quasiment parfaite. Ce qui se passe dans les boîtes du S&P 500, tout le monde le sait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des centaines et des milliers d'analystes qui analysent la moindre information, le moindre bilan, la moindre déclaration du PDG.
Donc globalement, en fait, c'est très compliqué de trouver des boîtes qui sont sous-évaluées ou qui vont péter ou qui ne sont pas, qui sont mal pricées par le marché. Et donc en fait, selon la team gestion passive, il faut avoir assez d'actions pour imiter le marché. Donc globalement, en fait, prendre un ETF qui réplique le marché directement, c'est le plus simple. Et en fait, ça permettrait d'éliminer le risque de faire moins bien que le marché. Le plus gros risque, selon la team gestion passive, c'est pas d'avoir une volatilité élevée, mais c'est de faire moins de performance que le marché. Et donc, on l'a vu, cette gestion passive, au cours des dernières années, elle a vraiment explosé. Mais on va faire un petit focus maintenant sur cette gestion passive pour comprendre globalement d'où ça part et surtout quel est le futur de cette gestion passive. Et est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui, là, en 2024, acheter des fonds actifs ou acheter des fonds passifs? Et bien, c'est ce qu'on va voir là dans cette fin de vidéo. Donc la gestion passive, globalement déjà, ça a été créé par John Bogle. John Bogle est le père fondateur de cette théorie. Il en parle d'abord en 1971 et va vraiment initier la chose en créant d'abord Vanguard en 1974, qui est Vanguard, c'est une des principales sociétés de gestion aujourd'hui. Vanguard aujourd'hui, c'est une des plus grandes sociétés de gestion. Et il va créer avec Vanguard le premier fonds indiciel en 1975. Donc le premier fonds indiciel, pas le premier ETF. Il crée en fait, si vous voulez, un FCP indiciel, ce qu'on a vu ici, un OPCVM passif. Donc, il ne crée pas tout de suite un ETF. Le premier ETF, c'est en 93, donc c'est près de 20 ans après, et c'est créé par State Street. Mais on parle quand même de John Bogle comme le père fondateur de cette théorie de l'investissement passif, avec notamment cette citation célèbre qui dit, bon là, elle est en anglais, mais en français, en gros, c'est ça ne sert à rien d'essayer de chercher une aiguille dans une botte de foin, autant acheter la botte de foin directement. Donc en fait, c'est la bonne comparaison entre, voilà, ça ne sert à rien de trouver la société, la petite pépite qui va surperformer, autant acheter le marché globalement qui détient déjà cette société. Donc voilà, la gestion passive, ça a quasiment 50 ans aujourd'hui, et si on fait un petit zoom sur son état actuel, c'est en plein boom. On le voit en fait sur les courbes ici, la courbe verte, c'est l'encours sous gestion des fonds passifs aux US. La courbe orange, c'est l'encours sous gestion des fonds actifs. Et donc en fait, ces dernières années, on voit que la gestion passive croît vraiment énormément plus que les encours de la gestion active. Et donc en fait, ça a cru jusqu'en 2023, moment où en fait la gestion passive représentait plus de 50% des encours sous gestion aux États-Unis. Dans le monde, c'est pas 50, mais c'est 40%, donc c'est quand même énorme. Il y a plus de 40% des encours sous gestion mondiaux qui sont investis dans des fonds à gestion passive. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Et alors pourquoi un tel succès, pourquoi il y a vraiment cette expansion-là qui est fulgurante ces dernières années, et on le voit aussi, il y a de plus en plus de gens qui parlent d'ETF sur les réseaux, il y a de plus en plus de, nous, tous les jeunes investissent dans des ETF, on n'investit plus dans des actions. Enfin voilà, pourquoi ça? Tout simplement pour 6 raisons que j'ai listées ici, et c'est très simple, je vais aller assez vite sur ces sujets-là. Première raison du succès de la gestion passive, c'est tout simplement, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la sous-performance répétitive de la gestion active historiquement. Il y a l'étude Spiva notamment qui est sortie, qui est sortie en 2002 pour la première fois et qui depuis sort tous les ans, donc ça fait 20 ans qu'elle est là. Donc Spiva, c'est une étude de Standard & Poor's, donc c'est Standard & Poor's Indices versus Active, donc tout simplement ça compare les performances des indices contre les performances des fonds activement gérés, donc des fonds d'investissement. Et en fait, on voit que sur 20 ans, globalement, 92% des fonds gérés activement sous-performent le S&P 500. Donc voilà, on comprend que la gestion passive qui est beaucoup plus simple, qu'il suffit d'acheter un ETF S&P 500 pour battre des centaines et des milliers de fonds d'investissement. D'ailleurs, cette étude Spiva, elle est extrêmement intéressante parce qu'il y a plein de trucs dont personne ne parle. Beaucoup de gens mentionnent l'étude Spiva, notamment sur LinkedIn et autres, mais en fait, il y en a très peu qui l'ont lu vraiment, et surtout, il y en a très peu qui ont compris vraiment le sens caché de cette étude et la petite chose en plus qu'il faut comprendre, qui est encore plus intéressante en fait que cette stat-là que je viens de dire que tout le monde ressort. Il y a un truc qui est vraiment intéressant sur cette étude Spiva, que je peux en faire une vidéo, d'ailleurs si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça j'en ferai une vidéo sûrement la prochaine. Ça pourrait être hyper intéressant, une vidéo où je compare vraiment gestion active versus gestion passive, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette étude, où on en est globalement, parce qu'on pourrait se dire en fait si tout le monde, cette étude tout le monde y a accès, donc tout le monde sait que 92% des fonds actifs sous-performent les fonds passifs. Alors pourquoi il y a encore autant de banques privées qui exercent, pourquoi il y a encore autant d'argent qui sont injectés dans des fonds, dans des hedge funds, dans des fonds d'investissement? Et bien en fait c'est ce que j'aimerais vous montrer via cette vidéo. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais le faire la prochaine fois.
Et je vais juste finir sur les dernières raisons de ce succès de la gestion passive ces dernières années. Donc la première, c'est cette sous-performance de la gestion active. La deuxième, c'est des frais extrêmement bas. Les ETF, on l'a vu, ça coûte que dalle par rapport à des OPCVM actifs. La troisième raison, c'est la diversification. Forcément, la gestion passive, ça permet d'acheter le marché global. Donc en fait, on n'est vraiment plus exposé aux risques idiosyncratiques, aux risques spécifiques d'une action, mais on est exposé à tout un marché. Donc forcément, on limite le risque grâce à ça. La quatrième raison de ce succès, c'est évidemment la transparence et la facilité de compréhension d'un ETF. C'est très simple. En fait, on se dit, ok, je vais acheter un ETF S&P 500, ça va répliquer la performance du S&P 500. Il n'y a pas besoin de savoir est-ce que je vais prendre cette stratégie, est-ce que je vais trouver les bonnes sociétés, les bons trucs, machin. En fait, c'est hyper simple. La cinquième raison de ce succès, c'est l'autonomie. C'est en fait, des gens peuvent faire mieux que 92% des meilleurs fonds d'investissement de la planète depuis leur téléphone en 2 clics en achetant des ETF tous les mois. Enfin, c'est vraiment cette autonomie-là et cette facilité-là qui a permis l'émergence de cette gestion passive et qui, je pense, fait qu'elle a de très beaux jours devant elle. Et la dernière clé de succès de cette gestion passive, c'est qu'en fait, les ETF, globalement, c'est le meilleur véhicule pour l'investissement long terme parce qu'on n'est pas sur du trading du tout ici, on est vraiment sur de l'investissement à long terme. Si tu veux faire fructifier ton capital sur 20, 25, 30 ans, il n'y a rien de mieux qu'un ETF indiciel parce qu'en fait, ça va répliquer littéralement un indice. Donc si on prend par exemple le MSCI World, ça va répliquer quasiment le monde entier, ça va répliquer 1600 entreprises des pays développés. Cet indice-là est variable en plus en fonction du temps. Tous les 3 mois, il va être actualisé en fonction des nouvelles sociétés qui vont rentrer dans cet indice et des moins bonnes qui vont sortir de cet indice. Donc en fait, c'est le meilleur investissement à long terme que d'investir via des ETF. Et en plus de ça, c'est le plus simple comme vous l'avez compris. Donc en fait, tout ça explique le succès fulgurant de la gestion passive et le fait que selon moi, la gestion passive a de très beaux jours devant elle. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo les gars, c'était beaucoup plus long que d'habitude. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris des trucs. Je pourrais parler dans une prochaine vidéo, dans un prochain Value Assets, de l'étude Spiva. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les gars, si vous avez kiffé, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Partagez-le à vos potes, ceux qui sont intéressés par la gestion financière ou par même la gestion de patrimoine tout court. Suivez-moi sur Insta et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.